Bienvenue au podcast Jason Rando avec Joe et Lavio, le podcast officiel de passionnés de rando. Nous jasons de tout ce qui vous passionne dans le merveilleux monde de la randonnée. Vous êtes déjà demandé jusqu'où vous seriez prêt à aller en randonnée. Aujourd'hui, on va vous parler de ces défis extrêmes-là qui poussent certains randonneurs à se surpasser, tandis que d'autres pensent souvent que c'est de la folie. Donc, bienvenue à Jason Rando avec Joe? et Lavio. Donc, comme mon collègue vient de vous parler, aujourd'hui, on va embarquer sur un sujet. Ça fait longtemps qu'on voulait faire. Ouais, c'est drôle parce qu'Éric et moi, à chaque fois qu'on en parle, on a des débats là-dessus, on s'obstine gentiment un peu, mais c'est ça, ouais. Donc, on parle de défis extrêmes. On va parler de définition du défi extrême, mais on en a parlé souvent, que ce soit au niveau de la course, au niveau de l'alpinisme, au niveau de la randonnée. Je pense que chacun a un peu son opinion sur le sujet. Ouais, exactement. Puis aujourd'hui, on va avoir ce débat-là. On va vous en parler. Puis après ça, on verra ce que vous en pensez de tout ça. Donc, c'est quoi un défi extrême en randonnée? Là, on va parler de randonnée le plus possible, mais des fois, on va peut-être ouvrir large un peu, parler un peu d'alpinisme, qui est un peu la randonnée aussi. Un peu d'un sujet similaire. Mettons. Course de trail, ces choses-là. Ouais. Donc, c'est quoi un défi extrême? Pour nous autres, là, quand on parle, toi puis moi, de défi extrême, là, qu'est-ce que ça peut être, mettons? Ben c'est ça, il y a plusieurs sujets, puis ça aussi, c'est quand même important, je pense, de penser que ça va comme différer de personne en personne. Mais, tu sais, moi, souvent, je vois des gens, mettons, qui veulent faire la traversée des présidentielles, qui est un 35 km, mais en hiver. Avec, exemple, le Mont Washington, qui est une place où la météo est la pire au monde. Tu sais, ça, c'est quelque chose que j'ai inclus un peu dans les défis extrêmes. Ouais, puis qu'on s'entend un dénivelé quand même assez élevé. Ah ouais, on l'a fait, là, je pense que c'est comme un 3000 mètres de dénivelé, quelque chose. Ouais, puis là, une grosse partie du dénivelé est en partant. Après ça, du gros dénivelé négatif. Ouais, c'est aussi. ça y va comme ça. Là. Puis c'est exposé. Ouais, aussi. C'est donc des défis. Exposé au climat tout le long. Là. Fait que c'était ça. On a parlé tantôt, entre autres, de Mathieu Blanchard, le Québécois, présentement, qui vient de terminer sa course en Arctique, je pense. Hein? Ouais, mais là, on parle... c'est ça, c'est ça, au Yukon. Puis là, c'est très d'actualité, parce que là, on parle... T'sais, Mathieu Blanchard, normalement, c'est un coureur, mais là, on parle de... Écoutez bien, là, on parle de 600 kilomètres en moins de 8 jours, dans des conditions qui ont approché les moins 50 degrés. Oui, c'est ça, parce que là, tu sais, on est au nord du Yukon, là, avec les météos qu'on a eues dernièrement au Québec, c'est ça, mais en plus extrême, là. Et le tout en tirant une poulka. Ouais. Donc, ça, on est vraiment rendu, je pense, dans la définition classique d'un défi extrême. Ouais, c'est ça. Puis que, tu sais, des fois, il y a aussi comme des défis extrêmes un peu moins gros, mais dans des conditions pareilles. Tu sais, partir l'hiver à moins 30, moins 40, faire une randonnée, tu sais, c'est quand même un peu extrême. Partir en pleine tempête de neige aussi, tu sais, que tu vois rien, que tu marches puis tes traces sont effacées au fur et à mesure, tu sais. Des choses comme ça. Ou, tu sais, un classique, je pense, de faire une randonnée 40-50 km d'une journée. Ouais, c'est ça, exactement. Là, c'est quand même extrême. Même si t'as une forme physique, c'est intense. Là, Définitivement. Donc, on peut trouver amplement d'exemples là, de défis qui peuvent être un peu considérés comme extrêmes. T'sais, on a entendu parler aussi de gens... il y a toujours des records pour le Pacific Crest Trail puis des records pour le SCA. Ouais, effectivement. Oui, il y en a qui le font à la course, mais là, on va parler plus de randonnée que de course. Mais il y a des records de gens qui l'ont fait à la marche que quand tu regardes le temps qu'ils ont pris à le faire versus le nombre de kilomètres, ils ont marché des 50-60 km par jour. Là, on est dans le gros extrême. Pendant des mois. C'est sûr qu'à 50-60 km par jour, on n'est plus dans le 5-6 mois, on est plus dans le 2 mois, 3 mois. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même des mois pareils. Non, c'est des mois et des mois de marche.
comme comme on avait dans les années 90-2000, là, les fameux dors, mange, puis fait quelque chose. Là. Ouais. Donc là, c'est pas mal walk, eat, sleep, repeat. Là. Exactement. Donc, c'est ça. Donc, la discussion qu'on veut avoir. Là, on va établir un peu, je dirais, le débat qu'on veut avoir. C'est, mettons, pour moi, qu'est-ce que je considère comme étant des défis extrêmes, mais surtout au niveau de, dans le fond, où à partir de moi, la ligne se trace entre faire un défi extrême et prendre genre des risques extrêmes, tu sais, où on va prendre un terme un peu péjoratif, mais où ce que ça traverse la ligne puis que ça devient un peu de la folie. Puis dans certains cas, moi personnellement, je qualifierais même des fois de stupidité, là. Parce qu'il y a des choses des fois qui sont faites que tu fais comme, ben voyons, tu sais, c'est à un moment donné. Mais encore là, ça va être mon côté de comment je vois les choses et toi, comment tu vois les choses. Exactement, parce que moi, souvent, de mon côté, c'est des choses que je trouve inspirants. Moi, je suis inspiré par le dépassement de l'humain, de l'étape qu'on a fait, puis c'est des choses que j'inspire à faire aussi dans la vie. Donc, on va vraiment avoir un peu comme deux mentalités différentes. Ouais, définitivement. Fait que, mettons qu'on commence avec toi. Ouais. C'est où, toi, se trace la ligne, là, pour toi. S'il y en a une, peut-être que tu vas me dire, moi, il n'y en a pas de ligne, mais toi, tu vois ça comment? Mais moi, dans le fond, la ligne, je la trace différente pour chaque personne, dans le fond. Moi, c'est comme ça que je vois le concept. Parce que ce qui est extrême pour moi n'est pas nécessairement extrême pour une autre personne. Puis je pense que, peu importe le défi qu'on fait, peu importe ce qu'on fait, si tu te prépares bien, ton niveau d'extrême va toujours descendre. Puis moi, je vois pas qu'il y a une limite. À part, je veux dire, faire quelque chose quand tu sais que, mettons, ta mort est 100% assurée. On s'entend, admettons. Mais c'est ça. Sinon, pour moi, parce que je pense que l'être humain, on est là pour se dépasser dans la vie. On est là pour s'améliorer de jour en jour, en tant que personne et en tant que société aussi. Parce que, tu sais, c'est un peu ça. Tu sais, les premières personnes qui ont... Là, je dépasse un peu de la randonnée, mais les premières personnes qui ont fait le mont Everest, là, c'était un défi vraiment extrême. Là. Puis, mais si eux autres l'auraient jamais fait, on l'aurait jamais fait. Tu sais, on n'aurait pas les connaissances d'équipement qu'on a aujourd'hui, on n'aurait pas les connaissances d'alpinisme et d'aventure qu'on a aujourd'hui, à cause qu'eux autres ont réussi à faire ça, tu sais. Puis je trouve que c'est souvent plein de choses comme ça, des exemples, que ce soit à la course, les premiers qui ont réussi à comme battre des records de vitesse que les gens étaient comme c'est physiquement et humainement impossible, toutes des choses comme ça. C'est ça, c'est ce qui a avancé la société. Puis je pense que c'est ce qui nous avance en tant que personne. Fait que la limite, je pense, c'est vraiment que c'est juste que je pense qu'il faut être conscient, tu sais, faut évaluer ce qu'on veut faire. Évaluer c'est quoi le risque, puis se préparer en connaissance de cause, puis être prêt à savoir que, ben, tu sais, bon, ben, mettons que je m'en fais telle aventure, j'ai peut-être un 30% de chance de mourir. Est-ce que je suis prêt, moi, mentalement, dans ma vie, puis à tout ça, de prendre ce risque-là, tu sais? Ouais. C'est sûr que là, au fur et à mesure que tu parles, là, la tête me traverse, ça m'amène comme d'habitude, comme ça nous arrive tout le temps. Des discussions qui doivent durer 5 minutes, qui durent 2 heures. Donc, moi, je te dirais que, puis avant qu'on rentre dans le corps du sujet, pour moi, la question fondamentale est toujours... Moi, je trace... Oui, je suis d'accord avec toi que la ligne est différente pour chacun. Et moi, cette ligne-là, je la trace à partir du moment où tu mets potentiellement ton corps en situation d'avoir des séquelles permanentes, des séquelles physiques à long terme, où tu mets aussi carrément ta vie en danger. Qu'il y a un risque très, très certain que ta vie est en danger et que malgré ton niveau de préparation, tu peux rien y faire. S'il arrive certaines situations, tu vas mourir. Ça, pour moi, c'est des lignes que je pense qui ne devraient pas être traversées, peu importe ce que ça peut apporter à la société, à la découverte et tout ça. Je pense que le corps humain a des limites, a certaines limites. Puis je pense que ce qu'on oublie
les gens ont tendance beaucoup, je pense, à se mettre la tête dans le sable, là, puis, tu sais, même si je courais 10 marathons, un arrière de l'autre, à chaque jour, un marathon pendant je sais pas combien de temps, on a vu des mondes qui ont fait ça pendant un mois de temps, puis de penser la pensée magique qu'il y aura pas d'effet sur tes articulations, sur ton corps, sur tes organes internes, tout. Moi, je pense que c'est de la pensée magique, puis moi, c'est là vraiment que je trace la ligne que il doit pas avoir de risque immédiat pour la vie ou de séquelles à long terme. T'sais, on parlait de l'Everest tantôt. Pour moi, quelqu'un qui fait un défi et qui en revient avec des doigts coupés, des orteils coupés ou rendu à 50 ans, plus capable de marcher et tout ça, moi, je pense que là, c'est là que pour moi, ça tombe un peu carrément dans la folie. Là. Je veux dire, moi, je pense qu'il n'y a rien qui justifie d'handicaper sa vie à long terme pour dire « Ah, j'ai fait ça ». T'sais, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas d'accord, qui vont dire « Ah, tu sais, j'ai fait le sommet de l'Everest, c'est correct, j'ai perdu 3-4 doigts, mais c'est pas grave ». Moi, je pense qu'il y a beaucoup de monde là-dedans qui se racontent des farces là, à eux-mêmes. Ils essaient eux-mêmes de se convaincre. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des défis extrêmes, qui en ont eu des séquelles à long terme et qui ont admis des années plus tard que si c'était à refaire, savoir qu'il y aurait ces séquelles-là ne reprendrait pas les mêmes décisions qu'on pris, alors que d'autres vont dire oui, je reprendrai les mêmes décisions. Puis un petit point que j'ai oublié là-dedans aussi que je veux ajouter, c'est qu'il y a aussi toute la question, moi à partir du moment où tu as une famille, tu as une femme, tu as une conjointe, puis encore beaucoup plus des enfants. Moi, je pense que cette ligne-là, si tu es quelqu'un qui aime les défis extrêmes et qui en a fait beaucoup, à partir du moment où tu as des enfants, tu as une responsabilité et ta priorité, c'est plus nécessairement juste ton petit bien-être à toi, mais le bien-être des enfants qui ont besoin d'avoir leur père ou leur mère. À ce moment-là, moi, la ligne, là, on la prend puis on la ramène là, de je sais pas comment de cran en arrière. Moi, je pense que si tu prends des risques qui peuvent mettre ta vie en danger quand tu as des enfants, là, moi, c'est plus juste la folie. Là. Moi, pour moi, ça tombe dans la stupidité carrément. Là. Parce que tu vas, tu sais, on s'en est parlé souvent, tu vas expliquer comment ta conjointe, mettons que c'est moi, je verrais difficilement ma conjointe expliquer à mes enfants, ben, ton père est mort parce que faire des défis extrêmes, c'était plus important que vous autres. Puis à la fin de la journée, ça va être la seule raison réelle que tu vas pouvoir donner vraiment. Parce que même si tu expliquerais à quel point tu aimais les défis extrêmes, ça reste qu'à la fin de la journée, tu es parti, tu es allé faire ça, tu es mort, tu savais que tu pouvais mourir. Et au bout de la journée, tu as quand même laissé tes enfants sans père. Je pense qu'on l'a vu aussi dans 14 Peaks, je crois, ou un autre documentaire qu'on avait regardé, où ce que justement, il y a des gens qui ont eu des enfants, ils ont eu des familles, puis qui, comme Annie, ils ont fait, moi, c'est fini, là, j'arrête, maintenant j'ai des enfants, je peux plus faire ça. Qu'il y en a qui le faisaient, puis qu'il y en a qui le faisaient pas. Non, c'est pas... c'est la série à télévision là, du gars sur lequel tu tripes beaucoup. Oui, Jimmy Chin. Jimmy Chin, la série avec Jimmy Chin. Puis ça a été vraiment quelque chose qui nous a amené vers un peu ce sujet-là. Ben, je me souviens, j'écoutais les épisodes, puis on s'est fait du back and forth au téléphone, on a pu finir. Mais là, bon, j'ai assez parlé, là. On va continuer un peu, disons, là-dessus, puis peut-être en discuter un peu plus. Hein. Écoute, c'est vraiment beau. Il y a un beau film, justement, que tu parles comme du père qui risque pareil sa vie. Là, je pense que c'est Mon père. C'est un beau documentaire. Puis dans le fond, c'est les jeunes qui font... Ils racontent l'histoire de leur père qui est décédé en montagne. Ouais. Je pourrais te l'envoyer, puis on le mettra en lien en bas. C'est vraiment intéressant parce que justement, les enfants parlent de comment qu'eux, ils ont vécu ça. T'sais. Puis moi, je trouve que, justement, comme je t'ai dit un peu, pour moi, je trouve que l'important dans la vie, c'est de comme donner un message, de se dépasser, de s'améliorer en tant que personne. Puis tu sais, je trouve que... Puis là, c'est sûr que, tu sais, il y a un côté que je suis un peu d'accord avec toi. Si tu as des enfants, je pense qu'il faut que tu fasses plus attention dans la vie. Je suis quand même assez d'accord là-dessus. Mais par contre,
Tu sais, exemple que l'alpiniste, il avait un gros défi, il avait une chance à sa vie, mais que tout était bien préparé, tout le kit, puis que malheureusement, il est arrivé un accident, puis qui est décédé. Tu sais, la personne là, ce qu'elle laisse à ses enfants, c'est de faire, tu sais, c'est l'image de comme vis tes rêves, vis ta vie à fond, dépasse-toi, tu sais. Puis je trouve que c'est un magnifique message à donner à ses enfants de comme vivre la vie à 100% puis à fond. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde que c'est comme la vie là, on y va, on est structuré, il faut que ce soit ci, ça marche de même. Quand qu'au final, pour moi, c'est comme non, let's go, on dépasse nos limites, on y va. Puis pareil, un peu comme pour ce que tu parles du corps, des fois, il y a comme. Puis, tu sais, moi je t'avoue que comme moi, en tant que personne, mettons, j'irais faire l'Everest, admettons. Si j'arriverais à un point qu'il y aurait un risque de perdre des membres, tu sais, moi, mon choix serait de faire, je vire de bord, puis c'est ça, tu sais. Mais ça, c'est parce qu'entre autres, je pense qu'on a nos limites à nous, tu sais, nos choses à nous. Il y a peut-être trop de monde qui réfléchissent pas avant de prendre ces décisions-là, parce que souvent, c'est ça. Que ce soit en rando, en alpinisme, peu importe, le sommet, c'est pas ce qu'il faut que tu atteignes, c'est l'expérience que tu veux vivre en haut. C'est ça qui est important de vivre. Puis essayer de comme te dépasser, repousser les limites. Mais c'est ça, peut-être pas un point à faire comme bon, ben je sais que je vais perdre une jambe si je fais ça, j'y vais pareil, tu sais. Mais c'est ça, puis aussi comme pour les limites du corps, tu sais, moi quand j'ai commencé à faire du sport, il y a plein de gens qui me disaient que j'avais pas le corps pour faire ce que je fais. Aujourd'hui, j'avais pas ce qu'il fallait pour faire ce que je fais, que mon asthme, dans le fond, pourrait nuire, puis que j'étais asthmatique, je pourrais pas faire de la haute montagne, je pourrais pas aller faire des sports d'endurance, des choses comme ça. Puis si tu regardes aujourd'hui, je le fais quand même. T'sais. Je le fais, je repousse mon corps, je repousse ce que c'est. Puis oui, moi, je trace mes limites à moi au fur et à mesure, mais je m'empêche pas de ça parce que je pense que c'est ça. Plus que je vais en faire, plus que le corps va s'adapter. Puis oui, il y a certains défis probablement plus intenses que je pense que tu me parlais tantôt qu'il y a des études maintenant qui montrent que des choses trop intenses, le corps reste magané à long terme. Ouais. Il y a beaucoup là-dedans de faire une petite parenthèse où effectivement j'ai fait quelques recherches pour regarder un peu ce que les études disaient justement au niveau des défis extrêmes. Là, bon, c'est sûr que là, on va parler plus, mettons, quelqu'un qui fait plus les choses en course de trail ou des distances très longues sur des longues périodes de temps ou des choses très intenses, comme on parlait, là, les marathons, des choses comme là, il y en a une demoiselle qui vient de battre le record du SIA, là. C'était comme, je pense, elle courait là, des 60-70 km par jour. Tu sais, moi, je pense que le syndrome de l'invincibilité existe. Penser que moi, il m'arrivera jamais rien. Mais aussi le syndrome de se mettre la tête dans le sable ou de penser qu'à long terme, il n'y a pas de dommages pour le corps. Moi, ce que j'ai vu, puis on parle de plusieurs études qui ont commencé à être faites il y a des années, parce que là, on mesure sur le long terme. C'est que quand tu cours ou tu marches ou qu'il y a des impacts, parce qu'on sait qu'avec un sac à dos sur le dos, les impacts au sol sont beaucoup plus importants. Donc, ce qu'eux se rendaient compte, c'est que le corps humain, parce que tu as toujours des gens qui c'est des freaks, là, qui ont une génétique qui va leur permettre de faire ce qu'ils veulent puis qui n'auront pas de séquelles. Mais tu parles de 0,1% de la population, tu sais, genre. Mais pour la plupart des gens, ce qui arrive, ce qu'ils se rendent compte, c'est que les organes à l'intérieur de notre corps, puis ça, c'est les dommages principaux, là, les organes à l'intérieur du corps, ils flottent. Hein? Tu sais, en haut du diaphragme, les organes sont libres, puis en bas, même chose, tout est libre. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des impacts, tout ça se promène. Donc, fait qu'imaginez-vous une bande élastique, que tu fais ça comme ça avec, ça dure un certain nombre de cycles. À l'intérieur du corps, c'est la même chose. Donc, si le nombre de cycles est calculé pour, mettons, que tu vis 100 ans ou 80 ans, ben, avec faire des choses normales, si tu te mets à faire ce genre de défi extrême-là, ben, ton nombre de cycles sur ton élastique, à un moment donné, va faire que tu te retrouves à l'interne avec des problèmes majeurs aux organes internes, que les études ont commencé à prouver que les gens qui faisaient ce genre d'affaires-là allaient se ramasser avec des sérieux problèmes au niveau des organes internes. Puis là, on parle même pas des articulations, du dos, de la colonne, des chevilles, de tout ce que tu voudras, qui sont pas conçus pour ce genre de défi-là aussi intense que ça. Puis là, après, il y a le fameux cœur.
Parce que le cœur, c'est un muscle. Puis là, on dit, ah oui, tu sais, les muscles, avec la force de s'entraîner, ça devient plus fort et tout. Oui, effectivement. Mais ce qu'on commençait à dire, c'est que de faire ce genre d'affaires-là, ce que ça fait, c'est comme si tu te claquais un muscle ou tu t'étirais un muscle. Mais imagine ça, que ça arrive, mais à ton cœur. Donc, c'est pas pour rien là, qu'on commence à voir de plus en plus dans les marathons, pis ces choses-là, puis ce genre de défis-là, il y a des gens là, puis on parle de plusieurs cas à toutes les années de gens qui décèdent d'infarctus massif. Puis les gens font « Ah, tu sais, c'était génétique. » Non, ils commencent à se rendre compte de plus en plus que c'est des gens, justement, qui ont tellement poussé la machine qu'à un moment donné, le cœur a jamais de break, a jamais de repos, il peut jamais se régénérer adéquatement, comme ce qu'on ferait pour n'importe quel muscle de notre corps. Puis à un moment donné, taf, ça claque. Fait que c'est sûr que ces études-là sont encore dans l'enfance, mais en tout cas, une grosse parenthèse médicale qu'on fait là. Mais moi, ça vient expliquer beaucoup ce phénomène-là où les gens ont vu dans une génération que les gens veulent tout avoir très, très rapidement. Hein, ils veulent des résultats tout de suite et tout ça. Puis, on brûle la chandelle par les deux bouts un peu. Puis, le futur, là, on s'occupera de ça quand on sera rendu là. Je sais pas si t'as vu ça. Hein, ou... Ouais, ben oui, je suis d'accord avec toi, là, ça. Puis, tu sais, même moi, des fois, je le fais. Je veux dire, c'est ça. Tu sais, j'ai eu des étapes de vie où justement, je brûlais la chandelle par les deux bouts. Puis, maintenant, t'as des choses qui arrivent qui te le montrent, là. Mais effectivement, mais par contre, tu sais, je pense que, puis des fois c'est peut-être là aussi qu'il pourrait avoir un problème. Si tu t'informes de dire, bon ben là, je sais que mettons si je fais ça, il pourrait arriver comme ça. Après, selon moi, c'est encore une décision de toi de faire, bon ben tu sais, je suis au courant que je vais peut-être comme réduire mon espérance de vie. Est-ce que je suis d'accord de le faire pareil ou pas, tu sais? Puis je pense qu'après ça, la question va là vraiment à la personne. Puis un peu justement comme qu'on disait, comme tantôt, les limites vont de personne en personne. Pour moi, je veux dire, aller courir 100 km, c'est un défi extrême, parce que je suis pas rendu là. Ouais. Mais pour une personne qui court des 100 km fréquemment, c'est plus un défi extrême. Fait que ça y va un peu ça. Pareil pour comme partir l'hiver dans une tempête de neige, c'est quand même extrême. Mais tu sais, si tu l'as déjà fait, si tu as vraiment tout l'équipement, l'équipement, que tu as comme déjà testé en scénario correct, que tu sais comment t'aligner, que tu sais comment faire ça, que tu as toutes les affaires d'urgence, tu sais à quel point que c'est extrême, c'est beaucoup moins, on s'entend. Là. Mais pour la personne, c'est beaucoup moins extrême pour elle. Là. Je pense que tout passe par la fameuse gestion de risque. Oui, effectivement. Mais le problème avec la gestion de risque, c'est que, il faut que tu la fasses. Cette gestion de risque-là, il faut que tu l'étudies. Ouais. Puis, il faut que tu la fasses en connaissance de cause. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, comme je dis quand je parle du syndrome d'invincibilité, c'est que si tu penses que rien peut t'arriver, c'est la plus grosse erreur de quelle découlent toutes les autres. Parce que si tu penses que rien peut t'arriver, tu vas pas te préparer à rien parce que tu penses que rien peut t'arriver. Prends un exemple concret. Dernièrement, au Mont Washington, là, il y a 2 personnes qui ont failli décéder encore au Mont Washington. Je manquais ça. Oui, puis écoute bien, il était très bien, contrairement à d'habitude, là, les affaires qu'on voit de monde pas préparé pis tout. Ouais. Il était préparé, il y avait les vêtements, il y avait les GPS, il y avait tout ce qu'il faut. L'erreur qu'ils ont faite, parce qu'il finit toujours par avoir à quelque part, souvent une erreur. Des fois, il n'a pas pantoute, t'es juste malchanceux. Ouais. Mais il y a des fois que t'as oublié quelque chose dans ta gestion de risque. Dans leur cas, à eux, ils ont pris la décision d'aller au Mont Washington alors qu'ils savaient que les conditions météorologiques s'annonçaient pas les meilleures, qu'il y avait des chances de te pogner dans des blizzards, ces choses-là. Fait que ce qui est arrivé, c'est puis là, tu sais, on parle souvent que les secours sont pas immédiats. Ça, c'est l'autre affaire que les gens oublient, qui fait partie de la gestion de risque, qu'il faut que tu décides si tu acceptes ça ou pas. Donc, je pense à 3 ou 4 heures de l'après-midi, ils ont appelé les secours parce qu'ils trouvaient plus à la trail. Ils ont été pognés d'un blizzard, ils savaient plus où ce qui était, ils trouvaient plus le sentier. Puis malheureusement, en tout cas, ça on en reparlera, c'est une autre histoire qui me fait grimper d'un rideau, le manque de balisage sur les sentiers américains, là, ou des maudites balises blanches en plein hiver, ces arbres. Ils étaient littéralement, quand ils ont réussi à rejoindre les secours, ils étaient littéralement à 34 pieds de la trail.
et ils voyaient pas la trail. Wow. Fait que les secouristes ont essayé de les orienter pendant peut-être 2 heures à essayer de retrouver la trail. Ils ont jamais été capables. Ils passaient leur temps à sortir par rentrer sur la trail. Ok, puis ils voyaient Fait qu'à un jamais moment c'est quoi. donné, eux étaient rendus... ils étaient plus capables. Ouais. Fait que ils ont creusé. Ils se sont installés dans une trou puis ils ont dit « Venez nous chercher, nous autres, on n'est plus capables. Ça, c'était peut-être à 6 heures le soir. Je pense 4-5 heures, 6 heures le soir. Ils sont arrivés à eux, littéralement, je pense, à 11 heures le soir, dans des conditions, 11 heures ou minuit le soir, dans des conditions de blizzard extrême. Même les secouristes se demandaient s'ils allaient sortir ou pas. Finalement, ils ont été sortis de là à 2 heures du matin. Okay. Imagines-tu le temps qu'ils ont été dans la montagne? Ouais. Et ils ont été obligés de sortir sur leurs pieds. Ouais. Parce que c'était impossible de les sortir de là. Fait qu'ils ont les secouristes ont monté probablement des abris temporaires, tentes d'urgence. Ils ont dû les réchauffer jusqu'à temps qu'ils soient capables de marcher. Et là, ils ont été obligés de retourner là-dedans pour sortir de là. Fait que, tu sais, puis ils l'ont dit, s'ils n'avaient pas été préparés de cette façon-là, qu'ils n'avaient pas eu les vêtements qu'ils ont eu là, ils auraient trouvé 2 cadavres d'un trou. Oh ouais, c'est ça. Fait que quand tu dis, tu sais, oui, on est bien préparé et tout, mais faut que tu fasses ta gestion de risque et que tu te dises, OK, là, les conditions météorologiques s'enlignent de cette façon-là. Est-ce que je sors pareil? Mais si tu dis oui, je sors pareil, faut que tu sois conscient que tu peux mourir sans montagne. Dire, s'il m'arrive de quoi, suis-tu prêt? Puis combien de temps ça va leur prendre à me sortir de là? Ils vont-tu être capables de me sortir de là? Tu sais, moi, à partir de ce moment-là, là, il y a vraiment un risque pour ta vie. Là. Il y a vraiment un risque sérieux pour ta sécurité. Fait que c'est là, justement, comme tu disais tantôt, ben, toi, ta ligne de confort est où? Ouais. Mais pour trouver cette ligne de confort-là, il faut vraiment que tu saches il est où le risque. Es-tu conscient de vraiment tous les risques? Et es-tu prêt à mettre ta vie en danger pour une montagne qui va être encore là demain, qui va être encore là dans 5000 ans, là? Non, c'est ça. Effectivement, mais puis tu sais, ça encore là, tu sais, des fois, pareil, c'est des choses que tu peux tester. Tu sais, moi, j'ai pas le sens d'orientation dans la vie. Du tout. Puis à chaque hiver, au moins 3-4 fois, je parle à la trail. À chaque hiver. Comme bien du monde qui font de la randonnée l'hiver. Mais, tu sais, moi, j'ai Alltrails sur mon téléphone et je télécharge toujours la carte sur mon téléphone. Fait qu'à chaque fois, dans des situations comme ça, ben, d'un, tu sais, j'ai mon téléphone, j'ai des batteries de rechange sur mon téléphone, la carte est téléchargée, puis j'ai nulle part à date que Alltrails m'a pas placé assez proche d'où que j'étais, tu sais. Puis j'avais pas de réseau, là. Mon téléphone, je pouvais pas appeler personne, mais la carte me plaçait bien pareil, là. Puis tu sais, quand ça fait ça, moi je regarde ça, je suis comme bon ben là, je pointe par là, la trail est là. Je marche par là, tu sais, ça. Puis à 34 pieds, probablement que puis cette histoire-là, probablement que c'est arrivé sur la trail, puis on a fait comme je comprends pas que c'est ça la trail. Mais au moins t'as la carte, puis tu sais pas où aller, tu sais. Fait que tu y vas, puis à un moment donné, tu vas revoir un semblant de trail, tu vas, tu sais, fait que tu sais, c'est là-dedans aussi que je suis comme, ben, tu sais, puis justement, teste les choses, tu sais. Moi, je serais moins stressé de le faire. Pourquoi? Parce que je me suis déjà perdu, puis j'ai déjà réussi à me retrouver, tu sais. Ouais, puis vas-y, tu sais, quand tu testes tes limites un peu comme ça, vas-y avec des gens qui l'ont déjà fait, vas-y avec des gens qui sont habitués dans ce genre de conditions-là. Tu sais, si un jour tu te lèves, tu sais, il y en a du monde qui se sont levés un matin et ont dit, je m'en vais faire le Pacific Crest Trail. Ah ouais. Tu sais, ils l'ont fait, il y a eu des films là-dessus, le Chris Witherspoon, là, puis tout ça, qu'on connaît tout. Mais tu sais, il y a des risques associés à ça. Non, c'est ça. C'est pas des risques de fou. Le risque, c'est je vais marcher pendant 6 mois de temps. Mais tu sais, tu peux toujours te dire, ben là, je suis plus capable, j'arrête. Ou je suis plus capable, je prends une semaine de break, je continuerai après, tout ça. Mais tu sais, justement, faut savoir où s'arrêter. Parce qu'il y en a d'autres que moi j'ai vu, les pieds tout démantibulés, des blessures, tout le kit, puis pas capable de s'arrêter. Puis que là, il y a des gens qui se sont retrouvés avec des problèmes permanents suite à ça, à marcher pour le reste de leur jour. Puis c'est des gens qui avaient encore 50 ans en avant d'eux autres. Là. Puis que là, du jour au lendemain, ils vont dire, ben tu sais, je pourrais peut-être plus faire de randonnée parce que j'ai été cave une fois, puis que j'ai pas écouté mon corps, puis que j'ai poussé parce que j'étais trop tête dure pour dire je vais m'arrêter pendant une semaine ou deux, attendre que ça guérisse, puis je vais continuer après. Il y en a beaucoup d'exemples comme ça. Mais
Ça, justement, je pense que c'est une des problématiques dans les défis extrêmes, c'est que ces gens-là sont tellement... C'est un autre point qu'on aborde, c'est ce qu'on appelle les adrenaline junkies. Qu'eux, ils ont tellement ce besoin-là qu'ils sont pas capables de s'arrêter, puis qu'ils sont pas capables de s'arrêter d'en faire, mais pas capables de s'arrêter quand ils sont dedans. Tu sais, qu'on aurait dit qu'ils voient plus clair, il y a c'est comme manquer d'oxygène en montagne, puis plus être capable de penser clair. Mais quand t'es stone sur l'adrénaline de même, des fois, ton processus décisionnel est juste pas là non plus. Et ça, c'est un risque aussi. Effectivement. Non, puis tu sais, histoire, je sais pas si tu savais, là, mais c'est prouvé qu'une majorité des coureurs entre elles de longue distance, là, mettons, on va dire, mettons comme les 100 miles et plus, là, c'est des anciens dépendants à une drogue ou la boisson. Là. Et ça a été prouvé, là, mais majoritairement, c'est ça. Parce que dans le fond, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent une dépendance puis ils la remplacent par un autre. Ouais. Ou il y a carrément des gens aussi qui se découvrent une dépendance aussi. Ouais, ben ça, il y en a. Mais c'est ça, mais une grosse majorité, c'est ça. C'est du monde qui était accro à quelque chose, puis là, ils ont changé la dépendance pour une dépendance qui est théoriquement plus saine pour la santé et la vie. Mais que oui, effectivement, si à un moment donné, tu t'écoutes pas, ne fais pas attention, on peut devenir une mauvaise dépendance aussi. Mais j'adore ce point de vue-là. Parce que tu me fais penser, le sport en soi, pour beaucoup de gens, mettons comme nous autres, comme nos auditeurs, c'est une drogue. Oui. La randonnée, c'est une freaking drogue. Ah ouais? Moi, demain matin, dis-moi que tu pourras plus randonner pendant une couple de mois. Je vais virer fou, là. Ouais. Tu sais, puis écoute bien, regarde, exemple, il y en a beaucoup qui savent, j'ai eu une opération de la hanche. Ouais. OK? Puis tu sais, toi, tu me parlais des limitations que tu avais eues. Mais moi, même affaire. La première affaire qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est « Ah, tu pourras plus courir. Watch me. » C'est ça. Watch me. T'sais, fait que ça, c'est pas sain, là. Non, effectivement. Mais moi, j'avais fait mes recherches et je le savais que tu peux. Eux te disent ça parce que, tu sais, quand je parlais de l'élastique avec un nombre de cycles de vie, ben un remplacement de hanche, ça a un nombre de cycles. Le problème, c'est qu'au lieu qu'elle dure 20 ans, mais si je continue à faire ce que je fais comme je le fais là, elle va durer, mettons, 10 ans. Ouais. Mais ça reste que quand j'avais mal, puis que là, j'étais plus capable de courir, j'étais plus capable d'aller en rando, puis que là, il a fallu que j'arrête, puis que j'attende mon opération. Puis là, après, il y a eu tout le processus de récupération où je faisais juste sortir de chez nous, faire le tour du rond-point, puis je revenais, puis tout. Hey, je fatiguais, là. Ouais. Mais j'ai été sage, tu sais, puis moi, tu m'as vu progresser là-dedans, puis j'ai été très sage. Puis écoute bien, là, ça fait un peu plus que 4 mois. Je fais les montagnes d'un présidentiel à toutes les semaines. Je cours des 10-12 kilomètres. Je fais toutes les mêmes activités que je faisais. Puis tout, mais parce que je l'ai fait de façon responsable. Ouais, c'est ça. Mais quand on parlait de drogue, il y en a, ils vont se faire ça, ils écouteront pas rien, puis tout. Puis ils vont commencer à faire plein d'affaires. Puis là, ben, ils retombent en arrière, ils vont se disloquer, puis là, ils vont se blesser potentiellement à long terme. Fait que oui, c'est vraiment une drogue. Puis effectivement, ce côté-là, faut en être conscient. Tu sais, c'est-tu mon cerveau présentement qui parle ou c'est mon besoin de ça qui fait que là, je suis plus capable de prendre les bonnes décisions? Ouais, effectivement. Puis la fièvre du sommet. Ouais, c'est ça. Ben exactement. Puis tu sais, comme tu me parlais d'une ligne tantôt, mais tu sais, moi, je pense que la ligne est là. La ligne, c'est qu'il faut être capable de comme différencier. Ton choix, il est-tu à cause que j'ai comme une comme addiction à faire ça, ou c'est parce que je trouve j'aime vraiment puis je veux réussir puis je suis conscient de ce qui peut arriver, tu sais. Puis pour moi, ça serait ça un peu la ligne. La décision éclairée, dans le fond. Ouais, c'est ça, exactement. Parce qu'à partir du moment où tu prends une décision éclairée puis une décision réfléchie, en fin de la journée, la gestion des risques, puis t'as fait... Parlons, tu sais, du raisonnement autour de ça. Je sais pas, mettons, tu décides, OK, je m'en vais au pôle Nord. Mm-hmm. Tu sais que si tu pars en solo pour reacher le pôle Nord ou le pôle Sud, en partant, si tu penses que tu risques pas ta vie, revois ta gestion de risque, il y a un problème. Effectivement. Tu peux mourir d'un paquet d'affaires, tu peux te blesser, tu peux tomber d'une crevasse, tu peux carrément te faire bouffer par un freaking ours polaire. Qui est un des animaux les plus dangereux au monde. Et qui est littéralement un des seuls animaux sur Terre qui va activement chasser l'homme. Ouais, c'est ça. Tu peux mourir de froid. En partant, tu sais que tu peux mourir. Ouais. Là, tu fais
toute ta gestion de risque au complet, tu t'es préparé, t'as ta carabine, t'as tous tes téléphones satellites, ta bouffe, tes affaires, tes cours pour sortir des crevasses. Hey, regarde, t'as fait des tests ailleurs. Écoute, ben, mettons que t'as tout fait, ce qui est humainement possible de faire. Puis là, t'es conscient de tout ce qui peut t'arriver. Puis tu fais, OK, je suis prêt à prendre ce risque-là. Puis là, quand tu décides de faire ça, t'es chez vous, t'es reposé, t'es à tête éclairée. Ouais, c'est ça. Et là, quand t'es rendu là-bas, tout comme nous, quand on est en train de monter une montagne, puis là, la merde poigne. En bon québécois, la merde poigne. Là, tu t'es blessé, là, t'as une cheville foulée, là, ça marche pas, là, la météo, ça marche plus pas en tout. Tu sais, à partir, est-ce que je suis vraiment encore capable de prendre une décision éclairée? Tu sais, moi, je pense qu'en montagne, si t'as pas trop la fièvre du sommet, tu vas être capable de prendre une décision éclairée, revirer de bord. Mais il y a du monde qui ont tellement la fièvre du sommet qui sont pas capables de réfléchir clairement. Ils vont continuer, puis ils vont se perdre, puis ils risquent potentiellement de mourir. Mais il y a tout, c'est con à dire, mais dans les défis extrêmes, il y a un côté monétaire aussi qu'on n'a pas parlé. Oui, effectivement. On pourrait parler de ça beaucoup, mettons, autour de l'alpinisme, mais mettons, là, une expédition en Antarctique, ou même pas, là, t'as planifié une affaire qui t'a coûté 15-20 000 $. C'est de l'argent, là. Mettons, tu vas au camp de base de l'Everest. OK, bon exemple. Moi, j'étais allé au camp de base de l'Everest. Quand ça marche plus, là, mal de l'altitude, tout le kit, tout ça, puis on s'entend que t'es pas toujours avec des bons guides, puis t'es pas toujours avec du monde qui vont te dire les bonnes affaires. Ben, maintenant, il faut que tu prennes la décision de dire, OK, là, ma vie est potentiellement en danger, je peux faire un œdème pulmonaire, je peux faire un œdème cérébral, ça marche plus, je vomis, et là, ça fait une journée que je poireau ici, il n'y a rien qui marche. Ben, à un moment donné, l'argent, ça peut faire qu'on pensera plus clair non plus. Effectivement. Fait que je pense que de se mettre dans ce genre de situation-là où que tu te prépares, puis tantôt on va en parler de la préparation mentale, ben, on s'en vient bientôt là-dessus, mais on va en reparler. Mais je pense que d'évaluer tout ce qui peut nous arriver de mauvais et de se préparer mentalement à dire qu'est-ce que je vais faire si ce genre d'affaire-là m'arrive, puis je vais être encore capable de penser rationnellement, mettons, puis prendre les bonnes décisions quand ça va arriver. Non, effectivement. C'est toutes des bonnes questions à se poser, tu sais. On continue dessus? Oui, on va continuer parce que je pense qu'on peut pourrait en continuer parler trop longtemps, là. Fait qu'amène-nous donc sur le prochain point. Ben oui, c'est ça. Ben, tu sais, c'est ça, tu sais, moi, personnellement, tu sais, tout ça, je trouve ça vraiment inspirant au final, tu sais, c'est des choses qui m'inspirent beaucoup. Puis, tu sais, moi, souvent, je raconte aux gens, puis ça me fait rire un peu parce que moi, genre, j'écoute un film, quelqu'un meurt, ça me fera rarement de quoi, tu sais. J'écoute un film, puis je vois quelqu'un dépasser ses limites, puis réussir quelque chose, ça me fait pleurer. Ben, c'est clair. Puis là, t'écoutes des films, des fois. Écoute, ben, moi, je l'ai écouté, là, voyons, comment ça s'appelle le film d'Alex Honnold qui a fait le Capitaine? Free Solo. Free Solo. Je l'ai écouté, le film. Ah ouais? Ça m'a inspiré. Oui, c'est ça. Mais qu'est-ce que je me suis dit tout le long du film? Il est tellement cave. J'ai dit, il fait un mouvement, il meurt. Tu sais, moi, la ligne est clairement dépassée. Mais ça m'a-tu inspiré? Faut que je l'admette. Oui, je serais menteur de dire que ça m'a pas inspiré. Mais... moi, la ligne il l'a défoncé, elle était clairement à l'autre bout du monde. Puis bon, ben, je veux pas revenir, mais comme lui, mettons, son concept, c'était tout sur la perfection, tu sais, encore là. Oui, il faisait une erreur, il tombait, mais combien de fois qu'il a grimpé ce moment-là avant de le faire? Il pouvait pas être, il n'y a pas personne qui aurait pu être plus préparé qu'il l'était à faire ça. Quand je parlais de l'exemple de la gestion de risque, il savait, il était extrêmement conscient de ce qui pouvait y arriver. C'est ça. Il voulait le faire pareil. Il a décidé de prendre le risque. Il a été chanceux. Il a réussi. Mais je pense que, je dis chanceux, c'est pas nécessairement vrai. Oui, il y a de la chance. Il y a probablement un coup de chance un peu dedans. Un peu, mais ça reste que... On parle pas de chance avec le niveau de préparation qu'il y avait là. Exactement, c'est ça. Puis, pour moi, lui, c'en est un bon exemple qui est inspirant puis qui l'a bien fait. Parce il l'a fait de la bonne façon. C'est ça, tu sais, comme du free solo, des fois, t'entends souvent des histoires qu'il y a des gens qui connaissent pas des voies qui sont difficiles puis ils se lancent pareil en free solo puis c'est là que les gens meurent, c'est là que les accidents arrivent. Là, il était préparé, puis ça, c'est une très bel exemple de choses inspirantes, mais des fois aussi moins gros, comme Jessica Sage qu'on a eu en entrevue l'année passée.
Elle a fait l'Appalachian Trail, qui était une de ses premières vraies randonnées. Puis, tu sais, je trouve ça inspirant parce qu'elle a pas fait je vais faire plein de longues randonnées, me préparer pour enfin faire ça. C'était comme non, let's go, je veux faire ça. Je me donne les moyens, puis j'y vais. T'sais. Exactement, parce que c'est bien préparé. Parce que là, on parle, mettons, d'exemples de choses inspirantes. Oh ouais, c'est ça. On a parlé tantôt de Mathieu Blanchard. Ouais. Ce genre d'affaires-là sont extrêmement inspirants. Ben Toi, oui, là, on a parlé de Jessica. Ouais. Y a-tu d'autres exemples de choses que... J'écoute tellement de documentaires de ça parce que justement, moi, ça me donne des émotions. T'sais. Mais Mathieu, ça en est un. Puis comme aussi parce que moi, je sais que Mathieu, c'est un pratiquant de la méthode Wim Hof qui est un peu comme l'exposition au froid et tout ça. Mais cet homme-là aussi, Wim Hof, c'en est un qui a comme dépassé les limites humaines à plein. Que moi j'écoute à plein, parce que ce soit, comme, maintenant, lui, il amène des gens faire des randonnées en montagne en shirt l'hiver. Puis, tu sais, il le fait parce qu'il sait comment ça marche, puis il y a vraiment comme un moyen que ça, tu sais, tout le monde se sent bien, puis t'as pas d'effet sur le corps, tu pratiques comme faut. Puis, tu sais, il prouve que ce qu'il fait fonctionne, tu sais, pas juste sur lui, mais sur des tas de personnes, tu sais. Puis moi, je trouve ça magnifique, puis il a essayé des choses que je trouve inspirantes, puis d'autres, peut-être plus stupides que d'autres, tu sais. Lui, il a essayé de faire les vrais sans shirt, tu sais. Ça passait proche de mal virer, mais encore là, à un moment donné, il a pris la décision, lui, de virer de bord parce qu'il a réalisé que si je continue, je mets des bouts de peau, je mets des choses à risque, puis, tu sais, je veux pas faire ça. Au même concept qu'il a choisi de pas réessayer ça plus tard dans sa vie parce qu'il a réalisé que maintenant sa mission elle avait changé, tu sais. Ouais. Puis les décisions comme ça. C'est dans, il y a des exemples que tu donnes là, tu sais, comme je me souviens que tu m'avais parlé de ça, mais tu sais, c'est là que je dis qu'à un moment donné, même les meilleurs, à un moment donné, sont plus capables de penser clairement. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas défier les lois de la physique. Tu sais, t'es la peau exposée sur une montagne. S'il fait moins 30, puis il se met à vanter, ben je m'excuse, t'auras beau faire l'entraînement que tu voudras, tu vas geler, ta peau va geler, ça va brûler, tu vas avoir des engelures, puis garde. C'est là, à un moment donné, c'est un bon exemple, ça, d'affaire, Manu, ce que je fais, cette espèce d'adrénaline-là, ou de vouloir prouver des choses que tu sais très bien qu'à un moment donné, ça fait plus de sens. Je veux pas trop embarquer sur le froid parce que ça pourrait être une grosse discussion. Oui, effectivement. Parce que plus ça va, plus il commence à avoir des études qu'à l'inverse, l'être humain, on est capable de s'adapter au froid. Puis que plus qu'on le fait, plus que le corps s'adapte. Mais on pourra en discuter plus intense dans un autre épisode de podcast. Ouais, c'est ça. Mais non, mais sinon, les affaires inspirantes, il y en a des tonnes. Caroline Côté qu'on a eu au podcast, justement, elle l'a fait, là, je me souviens plus c'est quel pôle, mais je m'excuse Caro, mais je pense que c'est le pôle Nord qu'elle a fait en ski en solo. Puis l'Antarctique aussi, je crois, si je me trompe ça pas. se peut, c'est ça. Après ça, on a quelqu'un avec qui on parle dernièrement, François-Guy Thibert, qui lui a fait l'Everest, qui a fait les deux pôles, qui a fait aussi, qui a terminé, v'là pas très longtemps, c'est quoi, c'est 53 randonnées sur 53 montagnes différentes en... C'est pas 55? Ouais, 55, le défi 55. C'est ça, c'est 55 sommets pour ces 55 ans qu'il a fait. Oui, c'est ça, exactement, dans un délai aussi relativement court. C'est ça. Il y a plein de choses, mais tu sais, si on ramène ça au day-to-day, tu sais, il y a plein de choses. Moi, honnêtement, je trouve beaucoup plus inspirant un monsieur, madame, tout le monde qui décide de partir puis d'aller faire une première longue randonnée quand il n'a jamais vraiment fait puis qui réussit puis tout ça. Je trouve ça souvent plus inspirant, ou quelqu'un qui n'a pas fait beaucoup de sport puis que là, du jour au lendemain, il décide de s'entraîner. Puis qui se fixe un objectif qui est réaliste, qui est sécuritaire, qui est atteignable, puis que là, il part, puis qui réussit à faire ça, plutôt que quelqu'un qui fait ça depuis le début de sa vie, puis que là, c'est juste un autre notch sur sa ceinture, de dire « Ah, j'ai fait ça, moi, mais regarde, tu fais ça tous les jours. » Lui, il a jamais fait ça de sa vie. C'est sûr que ces gars-là ont commencé à quelque part aussi. Oui, c'est ça, tout le monde a commencé quelque part. Présentement, je trouve plus inspirant des monsieur, madame, tout le monde qui repoussent leurs limites puis qui font des choses qu'ils n'ont jamais faites.
Un peu comme mon histoire, que moi je faisais rien avant, Oui. puis là je me suis rendu jusqu'à monter le Kilimanjaro puis courir 55 km, genre. Ah oui, exactement. Puis ça, c'est extrêmement inspirant. Ah ouais. C'est pour ceux qui ont pas regardé le film à Jonathan, qui est en ligne sur notre chaîne Ouais, c'est YouTube. une rando, puis Vous sinon, irez je- voir je- ça. Je donne aussi des conférences que je raconte mon histoire, puis j'ai d'autres petits projets qui arrivent. Ouais, c'est ça. Mais Puis, ouais. on dit, tu sais, je pense qu'on en a parlé un peu aussi, Ouais. là. Tu sais, pourquoi ces défis-là, ça nous inspire? Pourquoi ça nous inspire autant, ces affaires-là? C'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, moi, je sais que j'ai une passe personnelle aussi qui m'inspire beaucoup parce que, tu sais, j'ai passé par ces étapes-là. Ouais. Puis je vois c'est quoi. Fait que quand je le revois après ça, on dirait tu sais, que ça me touche personnellement. Mais c'est peut-être pour ça que quand je vois des choses comme ça me fait pleurer à chaque fois. Moi aussi, j'ai la larme facile des fois. Ça dépend quoi que j'écoute, là, mais... Mais c'est ça, mais c'est que je trouve que comme c'est ça, voir les gens repousser leurs limites. Puis un peu comme tu dis, tu sais, que ce soit l'alpiniste extrême ou la personne normale qui fait comme quelque chose, la personne qui réussit à repousser ses limites, à sortir de sa zone de confort, puis à faire quelque chose qui est justement qui est pas confortable, je trouve que c'est beau. Ça montre que l'humain est capable de beaucoup plus que de travailler toute sa journée puis écouter la télé le soir. Là. Puis moi, c'est ça que je trouve inspirant. Ah, moi, juste le fait de voir des gens qui bougent, qui sont dehors, qui font des choses, qui partagent, qui prennent des belles images, puis qui font des choses qui, pour eux, moi, j'ai beaucoup de respect. Il y a des gens souvent qui vont avoir tendance à dénigrer les accomplissements des autres parce qu'eux sont capables de faire ça facilement, puis ils balayent ça du revers de la main. Et moi, souvent, je dis, t'es qui, toi, pour balayer ça du revers de la main? Toi, quand t'as commencé, là, il a fallu que tu commences à quelque part, toi aussi. Tu aurais réagi comment si quelqu'un avait balayé tes accomplissements comme ça du revers de la main? Fait, quand je dis les monsieur, madame, tout le monde qui font des choses, puis qui ils réussissent ces accomplissements-là, moi, la longue randonnée, il a fallu que je commence à quelque part à un moment donné. Puis moi, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, là, tu pars là, dans ma famille, les amis. Tu vas partir faire ça tout seul, là. » Oui. Je suis prêt. Je sais ce qui m'attend. C'est ça. Mais il y avait toujours... Moi, ce que j'aime, c'est pas le risque. Moi, ce que j'aime, c'est qu'il y ait une petite part d'inconnu. Ouais. Tu sais, comme, mettons, quand je suis allé faire Madère, bon, il y avait quelqu'un que je connais qui l'avait fait, il y a plusieurs mondes qui avaient fait de la traversée, je me suis préparé, puis tout le kit. Mais je suis pas quelqu'un, genre, là, que chaque pas est calculé. Tu sais, comme, je sais qu'il faut que j'aille du point A au point B, il y a une trail qui passe là, je sais comment il y a de kilomètres, je sais qu'il y a comment de dénivelé, mais... On part à l'aventure. On part à l'aventure. Moi, c'est cette partie-là, moi, qui m'inspire. C'est ce bout-là d'inconnu dans la patente. Ouais. Puis, je veux juste faire une petite parenthèse. On part quelque part. Le meilleur exemple, c'est le Français Inoxtag qui a sorti son documentaire. Que lui, il s'entraînait il s'est donné 1 an pour monter l'Everest, dans le fond. Puis il a fait un très beau documentaire, je trouve, qui parle des très beaux points et tout. Mais quand il l'a sorti, puis ça a été un succès, il y a beaucoup d'alpinistes qui ont dit « Ouais, mais c'est juste l'Everest. » C'est juste l'Everest. Ça, c'est comme tu te souviens quand je t'avais dit quand je suis revenu du camp de base. Ouais, c'est juste le camp de base. C'est juste le camp de base. Je t'ai dit, je dirai plus jamais ça de ma vie. Ouais. T'es allé à 5400 mètres d'altitude. Ouais. C'est pas juste le camp de base. N'importe qui est allé va te dire que c'est pas juste le camp de base. Tu sais, mais c'est parce que ça aussi, c'est une affaire qui est plate. Tu sais, je te parlais, c'est l'exemple concret quand je te disais des gens qui balayent les accomplissements des autres du revers de la main. L'Everest, c'est toujours quand même bien que la plus haute montagne du monde. On pourrait en parler longtemps. Il y a plein d'affaires qui se passent là qui n'ont pas de bon sens. Puis tu sais, c'est mettons beaucoup plus facile à faire maintenant qu'avant. Oui. Le facile, on s'entend qu'il est très difficile quand même. Parce que les risques sont encore là. C'est ça, mais oui, c'est beaucoup plus accessible parce qu'aussitôt que tu as l'argent, tu as comme des équipes qui gèrent et tout, mais c'est un accomplissement en soi pareil. Pareil pour prendre 1 an pour le faire et s'entraîner. Ce qui m'a impressionné le plus là-dedans, c'est que, OK, lui, il y avait les moyens de se préparer à ça en dedans d'1 an. Ouais, les moyens financiers aussi. Solides, ouais, là. C'est ça. Mais, ce que j'ai trouvé inspirant là-dedans, et surtout, j'ai trouvé que c'était un bon exemple parce que lui, il a pris toutes
les moyens possibles et inimaginables à mettre de son bord pour faire cette ascension-là comme elle doit être faite. Ouais, c'est Pas ça. un gars qui a de l'argent, qui se paye 40 Sherpas, puis 20 000 bouteilles d'oxygène, puis qui fait de l'acclimatation en hélicoptère, puis tu sais... Ça, moi, regarde, on pourrait en parler longtemps. Il l'a fait comme un vrai alpiniste. Ouais, c'est ça. Il a gagné le respect des gens avec qui il l'a fait. Ouais, c'est Puis ça. dans son documentaire, on le voit clairement que il y a des gens là-dedans qui ont dit que si, genre, il avait vraiment pas fait les choses comme il les a faites, que ces gens-là ne l'auraient pas accompagné, ne seraient Non, pas c'est allés ça. avec lui. Puis il a réussi à impressionner ces gens-là. Puis les gens avec qui il est allé, c'est pas des tout nus. Non, Puis non, impressionner ces gens-là, quand il se disait au départ... Ah, pas encore un YouTuber, là. On va Ouais, c'est perdre ça. notre temps que ce gars-là. Puis finalement, aujourd'hui, ces gars-là, il fait encore plein d'affaires avec eux autres, puis c'est rendu des amis probablement pour la vie. Ouais, Tu sais, absolument. fait qu'il y a moyen de faire les choses, tu sais, de façon sécuritaire, Non, c'est ça. jusqu'à un certain point, puis c'est ça. Anyway, c'est des Puis, affaires qui nous inspirent. Ouais, c'est bien ça. Puis, tu sais, petite parenthèse sur l'inspiration avant de passer au prochain. Moi aussi, ce que j'aime beaucoup, c'est que, tu sais, dans la vie, tu as plusieurs manières d'apprendre des choses. Mais selon moi, la meilleure manière d'apprendre quelque chose, c'est quand il t'arrive quelque chose. Puis, tu sais, les aventures, les défis comme ça, ben, tu sais, c'est sûr qu'il faut que tu sois bien préparé, mais si t'arrives des choses que t'étais pas prêt, des choses que t'as pensé, mais que t'étais pas nécessairement réellement prêt à ça, ben, c'est là que t'as comme les plus belles expériences de la vie parce que ça t'arrive, puis t'es comme, OK, c'est ça. Maintenant, je l'ai vécu, j'ai compris, puis... C'est pas un échec de c'est- réussir quelque chose. Moi, j'ai entendu souvent, puis ce saying-là, ce proverbe-là, et je le garde toujours. Puis moi, c'est pareil pour moi. Les échecs, ça n'existe pas. Non, c'est ça. Tu gagnes ou t'apprends. Exactement, c'est ça. À partir du moment où tu vois ça comme ça, je suis pas allé au sommet de telle montagne, la météo a viré de travers, puis tout, ben, je revirais de bord, je suis redescendu en bas. Ben, c'est pas un échec. T'as appris quelque chose. C'est ça. T'as appris que t'étais capable de prendre la bonne décision au bon moment. Ouais. Et t'as appris que la météo, ça peut changer rapidement. C'est ça. Puis t'as aussi appris que demain, la montagne va être encore là. Aujourd'hui, t'es peut-être en ça, mais tu vas pouvoir en revenir. Non, c'est ça. Puis tu sais, comme au même concept que, tu sais, moi, comme les montagnes que je vais faire, je vais toutes les filmer, tu sais. Puis là, il y a du monde qui m'ont dit, ouais, mais ça tend pas si tu te rends pas au sommet, tu vas faire quoi comme vidéo, comme film? Je vais juste montrer mon apprentissage au lieu. C'est pas à cause que je me suis pas rendu au sommet que l'histoire sera pas intéressante. Non, ça c'est sûr. Ça va peut-être être même encore plus intéressant. Exactement, parce que je vais pouvoir parler de comme toutes les leçons que j'ai appris là-dessus, de toutes les expériences. Comment tu as vécu comment j'ai vécu avec cet échec-là, que cet apprentissage-là. C'est ça, exactement. Fait que, non, fait que tout ça, c'est toutes des choses incroyablement inspirantes. Là. C'est... Moi, je te dirais un dernier point avant qu'on embarque. On va parler un petit peu de préparation, puis tout ça, puis d'en aller tranquillement vers la conclusion. Moi, il y a une autre affaire qui est très importante pour moi aussi, à travers tout ça. Si t'as pas de fun, pourquoi tu fais ça? Tu sais, moi, je comprends le but de repousser les limites. Mais il y a du monde qui aime se mettre dans la merde pour se mettre dans la merde. Ouais. Je comprends, c'est un choix. Il aime souffrir, il aime que ça soit dur. C'est ça. Mais moi, dans tout ce que je fais, l'affaire la plus importante, c'est que je dois avoir du plaisir. Ouais. Moi, à partir du moment où j'ai plus de plaisir, c'est fini. Je mets fin, je tire la plug. Je parle pas, il mouille, puis là, ça me fait chier, si on veut, pendant une journée parce qu'il mouille. C'est pas ça que je veux dire. Je veux dire que là, t'as vraiment, mais vraiment plus de fun. Tu te dis, qu'est-ce que je fous ici? Puis là, tu sais que tu vas être là-dedans pendant encore des jours et des jours. Là, à un moment donné, moi, c'est là que je vais tirer la plug, pas parce que je suis pas capable, mais parce que je vais dire, pourquoi je me fais passer à travers ça? Moi, je fais ça pour avoir du fun. Quand j'ai plus de fun, Ah, mais c'est un choix personnel. Ah ouais, puis ben, je suis d'accord. Puis moi là-dessus, je suis 100% d'accord avec toi. Ça, j'ai eu une très belle conférence il y a 2 semaines, super inspirante d'un Français, c'est Alex Vizio, qui a été influenceur en voyage longtemps en France. Puis sa conférence, c'est La vie est un jeu. Puis le concept, c'est que
on est là pour s'amuser. Peu importe ce qu'on fait, on est là pour s'amuser. Puis ça, sur ce point-là, je suis d'accord avec toi. Tu sais, lui, son plaisir à cette époque-là, c'était de tout lâcher, d'aller dans la jungle, puis de prendre des risques. C'est comme ça qu'il avait du fun, qu'il le faisait, t'sais. Mais si toi, à faire ça, t'as pas de fun, va pas faire ça, t'sais. Va pas faire ça pour juste avoir des vues, juste pour montrer que t'es capable de faire ça. Il faut que t'aies un plaisir à faire ça. Ça, je suis d'accord à 300%. Puis on est d'accord aussi avec le fait qu'il y a des gens que eux, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent se mettre dans la misère, ça, ils aiment ça, puis eux vont avoir du plaisir, mais ils ont du plaisir. C'est ça. Ils se font pas chier à faire ça. Non, ils sont dans la misère, ils ont de la mais ils ont du fun là-dedans. Exactement. Ayez du fun dans ce que vous faites, tu sais. Sinon, on va parler peut-être un peu de préparation, mais très, très rapidement, parce que je pense qu'on a parlé un peu à travers ça, mais quel genre de préparation faudrait faire ou quelques petites affaires auxquelles faudrait penser quand on décide de se lancer dans quelque chose qui peut être considéré pour nous, personnellement, d'un défi extrême? Tu sais, pour moi, la première affaire, c'est parler d'un bon entraînement. Tu pars pas faire, je vais dire, mettons, la traversée des présidentielles si t'as jamais fait une rando de mettons, 10-15 km. T'as jamais fait de dénivelé? Ouais, c'est ça. T'as jamais fait de comme gros dénivelé ou des choses comme ça. Faut que tu t'entraînes. C'est ça, que tu pratiques à faire des randonnées. Le meilleur exemple, c'est justement Inoxtag. Inoxtag qui a fait 1 an pour faire l'Everest. Son 1 an, il l'a passé à s'entraîner. Là, il faisait rien d'autre. C'est ça, il faisait juste ça. Puis il a pas juste fait une montagne. Là. Il a fait une tonne de montagnes dans cette année-là pour se pratiquer, savoir tout comment faire. Il a fait plusieurs gros défis presque aussi difficiles que l'Everest pour être prêt à être bien pour l'Everest. Fait que peu importe, là, je retourne encore sur des défis gros, mais tu sais, quand même, que tu veux aller faire une randonnée de 20 km pour ta première randonnée, peut-être pas, tu sais. Commence à 5, après ça à 7, 10, 12. Puis tranquillement. Tu sais, au Québec, on a des magnifiques randonnées de tous les niveaux, là. Fait que, tu sais, pour la rando, c'est facile de se préparer, là. Fait que, c'est ça, le bon entraînement, on peut parler du bon équipement aussi, je pense. Oui, le bon équipement, ça, on n'a pas besoin de rentrer dans les détails. Non, mais... Et tous les équipements qu'il te faut pour que tu sois capable d'assurer ta propre sécurité. C'est ça. Surtout quand on parle de quelque chose qui est extrême pour toi, faut que tu sois capable de te débrouiller si t'arrive quelque chose. Non, c'est ça. Puis on a déjà des épisodes de podcast qui parlent de l'équipement, puis on va en avoir d'autres de ce qui manque aussi. Fait oui, que ça, bientôt d'ailleurs, on va parler du sac à dos, puis les équipements de base. Ouais. Fait que c'est ça. Préparation mentale, qu'on a déjà parlé un peu avec Anthony, qui est super importante. Parce que si tu sais pas dans quoi tu t'embarques... Et comme je disais tantôt, puis là on ferme notre parenthèse, de te préparer pas juste à ce qui va bien aller, mais vraiment pense à tout ce qui peut aller mal. Fais-toi une liste, là. Tout ce qui peut aller mal. Puis là, pour chacun de ces affaires-là qui peut aller mal, vois-toi dans cette situation-là et prépare-toi à ce que tu vas faire. Fait que quand ça va t'arriver, ton cerveau va déjà être entraîné à réagir à cette situation. C'est ça, exactement. Ça va être beaucoup moins dur. Ouais. Fait que ça, puis le dernier, que ça aussi beaucoup de monde fait souvent pas, regardez la météo. Ouais. Puis pas juste en bas de la montagne, si vous faites de la montagne. Ouais, c'est ça. En haut, si tu fais 50 km, regarde la météo au début, dans le milieu, puis à la fin. Ouais. Si tu pars pour une semaine, regarde la météo pour la semaine. C'est sûr que sur 7 jours, la météo est moins fiable, mais ça va te donner une bonne idée pareil. Tu sais, s'il annonce de la pluie pendant une semaine, dis-toi qu'il mouillera pas juste une journée. C'est ça. Même si la météo changerait. Là. Ouais. C'est bien chanceux que ça va changer. Peut-être que tu vas être mieux de dire, je vais retarder d'une semaine, finalement. Ou si ça te dérange pas, au moins tu vas amener l'équipement. Tu sais, un imperméable, un couvre-pluie pour ton sac, une tente imperméable. Fait que pour moi, ces 4-là, c'est les 4 prioritaires qu'il faut absolument faire. Ouais, je pense que oui. Puis après ça, mettons, pour faire une genre de petite conclusion là-dessus, pour toi, puis là, on va se ramener à monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Ça, on a parlé d'affaires vraiment très extrêmes, c'est le fun, des exemples que les gens connaissent, tout. Mais là, on se ramène à monsieur, madame, tout le monde. Et pour toi, c'est quand que ça devient, mettons, trop risqué? Quand le défi devient-il trop risqué? Pour moi, c'est déjà là, en partant, il faut que tu sois au courant de comme toi, t'es capable de faire quoi? Ouais. Que t'es capable de faire quoi? Puis si déjà là, en partant, t'es pas conscient de ça, puis que tu t'en vas faire quelque chose d'intense, c'est trop risqué. Parce que je pense qu'il faut que tu sois
faut que tu comprennes tes limites actuelles. Puis je vais dire, je dis pas les limites toujours, je dis tes limites actuelles. Sois au courant de comme tes limites actuelles. Un beau défi intéressant, c'est quelque chose qui va te sortir de tes limites, mais qui sera pas vraiment trop extrême. Là, que ça va pas faire comme... J'ai aucune idée comment que je pourrais gérer ces situations-là. Je sais que j'ai vraiment pas la forme physique, mais je vais m'essayer pareil. C'est faire comme, bon, ben... Tu sais, La pensée magique. C'est ça, ouais, c'est ça, de pensée magique. Tu sais, comme, je vais prendre un exemple. Ben, cette année, j'ai couru le 55 de Bromont. Puis, tu sais, quand j'étais à la course, j'étais pas assez prêt pour faire cet événement-là. Mais, tu sais, moi, je me suis quand même assis, puis j'ai fait comme, gars, je suis là en ce moment. Je sais que je dépasse mes limites, que je dépasse ma zone. Je suis au courant de ce que je vais affronter. J'étais quand même dans une situation où j'aurais pu sortir n'importe quand, puis que j'aurais pu... Oui, c'est ça, tu peux arrêter n'importe quand. C'est ça, tu sais, fait que moi, j'avais pas des risques comme ça, mais tu sais, j'ai quand même pris un peu des risques physiques, puis tu sais, j'ai quand même des choses, c'est comme là, encore physiquement, musculairement, aujourd'hui, j'ai cope encore parce que, c'est ça, mon corps était pas prêt à ça, puis là, j'étais en récupération en ce moment. Mais, tu sais, c'est ça, ma limite était quand même, tu sais, proche de ce que c'était, tu sais. C'était pas dans ma zone de confort, j'ai dépassé ma zone de confort, mais je connaissais mes limites, tu sais. Je connaissais, je les savais, puis je savais dans quoi j'embarquais. Fait que du moment que c'est pas tes limites, ou si tu fais comme mes limites sont là, puis moi je vais aller vraiment... Puis là, pour les gens qui l'écoutent en podcast, je fais des signes de main, là, mais... mais c'est ça, si tu sors vraiment trop de ta zone de confort, puis que tu t'en vas faire dans quelque chose que tu n'as aucune idée comment tu vas gérer, que tu sais pas que ton corps va réagir comment, puis que tu n'as pas testé... Dans le fond, tu n'es pas prêt. Là. C'est ça, que tu es zéro prêt. Ben pour moi, c'est un défi trop extrême pour toi. Puis moi, ben ça va être... Oui, je suis d'accord avec toi. Puis moi, je vais rajouter, ben c'est à partir du moment où tu prends des risques inutiles. Tu sais, je veux dire, il faut écouter notre sixième sens. Mettons que tu passes sur quelque chose, puis que là, à un moment donné, tu te poses la fameuse question, qu'est-ce que je fais ici? Ouais. À partir du moment où tu commences à te poser ce genre de questions-là, je devrais-tu revirer tout ça? Là, tu tombes dans la zone rouge que j'appelle. Ouais. Quand tu commences à te poser ces questions-là, c'est parce que oui, probablement que là, les risques commencent à être peut-être trop élevés. Puis là, ben, il faut que tu te poses la question. Là, vraiment, il faut que tu t'arrêtes. Puis que là, tu te poses la question, est-ce que si je continue, vraiment, je me mets potentiellement à risque et tout ça? Ben là, à ce moment-là, ben, il faut que tu prennes justement la décision d'être encore capable de réfléchir logiquement, puis rationnellement, puis dire OK, ben là, je reviens de bord. Ouais. Faut quand même faire attention parce que, tu sais, je pense que, comme moi, mettons, Kilimanjaro, là, je me suis posé souvent la question de qu'est-ce que je fous ici? Oui. Tu sais, il y a la question qu'est-ce que je fous là parce que tu trouves ça dur. Ouais. Mais moi, je parle vraiment de la question qu'est-ce que je fous là dans le sens de il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus de fun. Puis là, je sens qu'il y a un danger potentiel. Là. Fait que, tu sens que t'es plus confortable avec le niveau de risque. Non, là, je pense qu'à ce moment-là, il faut que tu prennes des décisions. Que tu dises là. Puis, tu sais, ça nous est arrivé à nous aussi de virer de bord. Meilleur exemple, moi puis toi, l'année passée, à Traîtris Pyramide, j'étais zéro équipé pour cette randonnée-là. J'étais pas bien habillé. Puis, à un moment donné, au milieu de la randonnée, on n'avait pas de raquettes, tout le long on calait dans la neige, on brûlait pour rien. Puis moi, à peu près mi-chemin, j'ai fait comme, oublie ça, je suis plus capable. Comme, je savais que si je continuais, ben je prenais des risques d'engelure, des risques de peut-être pas réussir à revenir et tout ça. De blessures, de paquet de choses. Exactement. Fait que, tu sais, puis ça m'est arrivé, je vais pas dire plein de fois, mais ça m'est quand même arrivé fréquemment d'aller faire comme... Yeah, non, aujourd'hui, je le sens pas. Ça arrive des fois, je suis un athlète, puis des fois, à un moment donné, j'ai monté off-road, puis j'ai fait... aujourd'hui, je le sens pas. Je revirais de base. Mon corps voulait pas. Je revirais de base aussi, mon Washington, puis tout ça. Puis Washington aussi, ça venait un que la première fois que j'ai fait, j'étais pas prêt pour ce que Washington était. Puis à la place de nous entêter, on a fait, non, on veut de bord. Puis c'est la bonne situation. Là. Cette journée-là, on a appris qu'il y avait du monde qui était mort sur la montagne. Fait qu'à avoir contenu, on aurait pu être avec ces personnes-là. Fait que c'est la bonne chose à faire des fois, virer de bord. Fait que, en conclusion... Après tout ça... Puis là, vraiment, une conclusion, on va essayer de se garder une ou deux phrases. Là. Moi, je te dirais qu'en conclusion, je dirais, ben, dans le fond, la conclusion, c'est faut-il repousser ses limites ou garder la randonnée simple et sécuritaire, rester dans notre zone de confort. Moi, j'aurais tendance à dire
tant aussi longtemps que tu as du plaisir, que tu as fait ta gestion de risque et ce que tu fais est techniquement sécuritaire selon ton entraînement et tout, moi je dis go for it, pousse tes limites, mais dans la mesure où tu as du fun et que c'est fait vraiment de façon sécuritaire. Moi je vais toujours croire que à partir du moment où tu mets ta vie en danger de façon sérieuse, moi personnellement c'est là que moi je vais décrocher. Fait que je suis comme un peu entre les deux. Pas juste du petit simple sécuritaire dans ta petite zone de confort. Je pense qu'il faut pousser, mais pousser dans le plaisir puis dans la sécurité. Ah, c'est très beau. Puis non, c'est ça. Moi, je pense que j'étais un peu... Ma limite est un peu plus loin que toi, de faire comme, tu sais, il faut que tu sois préparé. C'est très bon de repousser ses limites, même si des fois, tu peux mettre ta vie en jeu à risque. C'est juste qu'il faut que tu sois conscient que tu mets ta vie à risque. Sois conscient des risques que tu prends, accepte-les, puis sois conscient est-ce que ton corps, est-ce que ta préparation, est-ce que tout est réellement prêt à ça? Si oui, ben let's go. Je pense que sortir de sa zone de confort, dépasser ses limites, c'est la plus belle chose que l'être humain peut faire. Cool! Ben, c'était un maudit beau sujet. Ouais, vraiment. Que ça fait vraiment longtemps qu'on attendait de parler. Ouais, c'est ça. Fait que je suis content qu'on l'ait fait. Puis, un petit appel à l'action qu'on voulait faire à notre gang. Là. Fait que, tu sais, là, maintenant, comme dans les commentaires, là, vous autres, c'est quoi votre plus grand défi en randonnée? Puis, est-ce que vous aimez ça, repousser vos limites, ou bien vous aimez ça, garder relax? T'sais, comme votre point sur la question, c'est quoi? Exact. Puis, ça va nous faire un plaisir de regarder ça. On veut que vous en parliez et tout. Vraiment. Donc, Puis aussi, ben, comme d'habitude, si vous aimez le sujet, n'hésitez pas, abonnez-vous au podcast, partagez-le avec vos amis, ça nous aide, ça va nous permettre de faire encore des épisodes pendant longtemps. Ouais, puis donnez-nous des bonnes évaluations, hein, ça aussi, ça aide beaucoup. À moins que vous ayez vraiment pas aimé ça, là, mais... Si vous n'avez pas aimé, désolé, nous on a eu du fun. Ouais, c'est ça. Puis, toutes les autres chaînes, oubliez pas, on a maintenant le site web où on regroupe tout, une mine d'informations. Instagram, le groupe, la page, évidemment la chaîne YouTube et le podcast. Merci beaucoup tout le monde, puis on se reparle bientôt. Merci, bye bye.